Jusqu'en 1941, la flotte japonaise est assignée à la destruction progressive des forces américaines envoyées en renfort aux Philippines. Au Pentagone, on s'attend à une telle stratégie. Pourtant, en décembre de cette même année, l'amiral Yamamoto conçoit et supervise l'opération surprise sur Pearl Harbor. Le succès est incontestable. En un peu plus d'une heure, la marine impériale nippone s'arroge le contrôle de tout le Pacifique. Mais la flotte de l'US Navy garde encore une puissance considérable. Les porte-avions, 16 croiseurs et un grand nombre de sous-marins et de destroyers ont été épargnés. Il est donc encore possible de constituer une force d'intervention autour des porte-avions. Les Japonais avancent rapidement, avec détermination. Leur but est de contrôler les réserves pétrolifères et les matières premières stratégiques, tout en établissant des défenses concentriques autour de l'archipel nippon. Ils espèrent ainsi avec beaucoup d'optimisme que les Alliés ne supporteront pas les pertes élevées qui les attendent inévitablement en cas d'attaque de leur position avancée et qu'ils pourront conserver leur empire grâce à une paix négociée. Leur raisonnement s'appuie sur deux idées fausses. Ils ne doutent ni de l'état d'esprit américain, ni de la solidité de leur périmètre de défense face aux porte-avions de l'US Navy. Au cours des mois suivants, la vague expansionniste japonaise déferle sur toute l'Asie. À peine quelques heures après Pearl Harbor, ils attaquent les Philippines et occupent 2 des îles de l'archipel au cours des premières semaines de la guerre. À part quelques B-17 et P-40, les avions américains sont largement dépassés. Les Japonais sont rapidement maîtres des airs et leur victoire ne fait aucun doute. Les derniers défenseurs se rendent le 6 juin 1942. Seule force encore capable de répliquer, les porte-avions américains sont en première ligne. Au moment où le Yorktown arrive dans le Pacifique, le Saratoga vient d'être torpillé. Il est retiré du service. Les États-Unis organisent alors 3 forces d'intervention, commandées par les amiraux Halsey, Fletcher et Brown. Face à la puissante flotte japonaise, cette poignée de navires passe à l'offensive. Certes, les attaques menées par un seul porte-avions ne vont pas arrêter les Japonais, mais c'est la seule chose à faire. La mobilité des porte-avions permet d'organiser une succession rapide d'offensives, à de grandes distances les unes des autres, par petits groupes ou en formation. À partir du 1er février 1942, les raids se succèdent sur tout le front japonais. Des attaques simultanées sont lancées sur les îles Marshall et Gilberts. Les forces aériennes japonaises basées à terre tentent de contrer leurs adversaires sans grand succès. En mars, c'est le tour des îles Marcus et Wake, et les porte-avions Enterprise et Lexington attaquent des objectifs en Nouvelle-Guinée. Ces offensives donnent aux équipages américains une précieuse expérience du combat. Ils constatent l'efficacité des techniques de bombardement en piqué, sont plus à même d'évaluer les qualités des avions japonais et d'adopter de nouvelles tactiques pour les contrer. Ils découvrent également les faiblesses très rassurantes du matériel et des méthodes de combat japonais. Ils apprennent entre autres que leurs adversaires ne disposent pas de radio pour communiquer entre avions. Les commandants opérationnels ne peuvent donc pas diriger leurs pilotes. Et les formations aériennes sans coordination entrent dans la bataille comme une charge de cavalerie. Dès les premières attaques des porte-avions américains, les pilotes japonais emploient une tactique des plus étranges et désespérées. Quand leur appareil est irrémédiablement touché, ils piquent droit sur le plus gros bâtiment en vue. Les raids américains n'occasionnent pas de dégâts considérables et les Japonais continuent leur expansion dans les îles. Mais ils doivent désormais consacrer une partie de leurs ressources militaires à se défendre contre les porte-avions. En outre, les pilotes américains sont de plus en plus aguerris et leurs succès, bien que mineurs, ont un impact considérable sur le moral du pays. Face au revers quotidien de cette guerre difficile,
La marine et ses aviateurs sont la promesse d'une issue favorable. Le porte-avions Hornet croise dans le Pacifique depuis le mois de janvier 1942, mais ne s'est pas encore mêlé aux opérations de la flotte. Au large de la côte ouest américaine, il participe activement à des opérations secrètes d'entraînement avec des bombardiers B-25. Dès que leurs pilotes sont en mesure de faire décoller leurs appareils surchargés du pont du Hornet, le bâtiment part rejoindre l'Enterprise au large d'Hawaï. Le 13 avril 1942, escortés par des croiseurs de protection, les deux porte-avions prennent la direction de Tokyo par une mer déchaînée. Le lieutenant-colonel de l'Army Air Corps, Jimmy Doolittle, commandait l'escadrille de 16 bombardiers. Nous avions 3 objectifs. Le premier était de donner au peuple américain la première bonne nouvelle depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il s'agissait de faire douter les Japonais de leur chef militaire. Et enfin, sur le plan tactique, ce raid allait obliger nos adversaires à immobiliser des avions pour la protection de l'archipel, alors que nous n'avions aucune intention de recommencer à les bombarder dans un avenir proche. Leurs appareils auraient été beaucoup plus utiles dans le Pacifique Sud, là où les combats avaient effectivement lieu. C'est un capitaine de la Navy du nom de Love qui avait eu l'idée de faire décoller des bombardiers moyens de l'Army Air Corps du pont d'un porte-avions pour attaquer le Japon. Le B-25 avait été choisi parce qu'il était très maniable. D'abord, il m'a fallu chercher l'unité de B-25 qui avait le plus d'expérience. Quand je l'ai trouvé, j'ai demandé des volontaires. Tout le groupe, y compris le commandant, a voulu participer. Les Japonais ont mis en place des navires de surveillance pour prévenir toute attaque de porte-avions, mais ils n'imaginent pas qu'on puisse lancer un raid à plus de 1100 km de distance. Le B-25 a une autonomie bien supérieure aux avions embarqués. Doolittle espère donc ne pas se faire repérer avant d'être en mesure de frapper. Si nous avions été interceptés par un navire ou un avion japonais, nos appareils auraient immédiatement décollé. S'ils avaient été à portée de Tokyo, ils l'auraient bombardé. Même s'ils avaient dû tomber en panne d'essence peu de temps après, c'était à craindre. Et si nous n'avions pas été à portée de Tokyo, nous serions rentrés sur Midway. Si nous avions été trop loin de Tokyo ou de Midway, nous aurions poussé nos bombardiers par-dessus bord pour dégager le pont afin de laisser opérer les appareils du Hornet. Le matin du 18 avril, un navire de surveillance japonais repère les porte-avions à 320 km avant le point de décollage prévu. La procédure d'armement des avions a déjà commencé et on décide de poursuivre l'attaque de Tokyo. Le décollage est on ne peut plus court. S'arracher du pont avec un B-25 lourdement chargé est une manœuvre des plus périlleuses. Mais les pilotes ont reçu une formation très sérieuse de la part des aviateurs de la Navy. Au départ, des charges légères, puis des charges moyennes. Et à la fin, nous embarquions 1 tonne de plus que la charge maximale autorisée de l'avion. Le temps était mauvais. Le vent soufflait et la mer était forte. Il a fallu ralentir le Hornet parce que le vent était si violent sur le pont que nous prenions de l'eau sur l'avant. Jimmy Doolittle a été le premier. C'était bien sûr le chef et sa technique était parfaite. Il a fallu 1 heure pour faire décoller tous les avions. Nous devions bombarder nos objectifs, puis virer vers le sud et retourner vers la mer le plus vite possible. Une fois loin des terres, nous devions virer et prendre la direction de l'ouest, vers Tokyo. À Tokyo, la réaction au message d'alerte des navires de surveillance est rapide, mais totalement erronée. D'après les calculs, les porte-avions seront à portée pour lancer leur raid le lendemain matin, leur rayon d'action ne permettant pas une attaque dans la journée.
L'ordre est donné de préparer le bombardement des bâtiments de la Navy sous 24 heures. Les Américains ne bénéficient plus de l'effet de surprise et semblent être pris à leur propre piège. Juste au moment où le premier avion était supposé survoler Tokyo, la radio japonaise s'est arrêtée. Puis l'émission a repris. Elle parlait d'avions ennemis au-dessus du Japon. Des cris de joie se sont élevés de tout le bâtiment. Nous savions qu'ils avaient réussi et qu'ils larguaient leurs bombes. Pour nous, il s'agissait de faire le boulot au mieux et de filer au plus vite. Les dégâts réels causés par ce raid étaient minimes. Nous n'étions que 16 avions, emportant chacun une bombe d'1 tonne. Un des équipages s'est posé à Vladivostok. Les 15 autres ont continué leur route jusqu'aux côtes chinoises. Une fois en Chine, 2 des appareils étaient tellement à court de carburant qu'ils se sont posés sur les vagues, le long d'une plage. 2 hommes se sont noyés. 8 autres ont atteint le rivage. La météo était assez mauvaise et nous avons tenté de nous approcher le plus possible de l'endroit où nous devions atterrir. Nous naviguions en aveugle depuis déjà un certain temps. Mais quand on a été juste au-dessus, nous avons tous sauté. Les aviateurs sont décorés et reçoivent les honneurs. Certes, le raid n'a été qu'un petit coup d'épingle, mais comme les attaques aéronavales précédentes, il a désorganisé la concentration des forces japonaises sur les frontières de leur empire. Désormais, les Asiatiques vont devoir installer des bases de défense et de protection et détourner les approvisionnements initialement destinés au front de la conquête. Aux États-Unis, les hommes, en particulier Jimmy Doolittle, sont de véritables héros nationaux. Les porte-avions présents dans le Pacifique se préparent à plusieurs mois d'activité intense. Pendant que l'Enterprise et le Hornet font route vers le sud, la marine impériale nippone rassemble ses navires pour la prochaine étape. Comme pour l'attaque sur Pearl Harbor, elle est méticuleusement préparée et toutes les éventualités sont envisagées. Mais les chefs militaires ont été divisés. Yamamoto et l'état-major de la flotte combinée voulaient attaquer Midway, tandis que l'état-major de la marine préférait continuer d'avancer pour s'emparer de Port Moresby et de toute la Nouvelle-Guinée afin d'isoler l'Australie en poussant jusqu'aux îles Salomon, les Fidji et la Nouvelle-Calédonie. En guise de compromis, les deux se feront en gardant Port Moresby comme premier objectif. Les plans de bataille sont prêts et les ordres envoyés. Mais les Américains interceptent et décodent les messages japonais permettant à l'amiral Nimitz de s'organiser pour répliquer au mieux de ses faibles ressources. Les porte-avions Yorktown et Lexington, accompagnés de 2 groupes de croiseurs, font route vers le sud, avec à leur bord 42 chasseurs et 99 bombardiers. Le 3 mai 1942, plusieurs flottes japonaises croisent dans la mer de Corail. En plus de 2 convois de débarquement, 2 autres escadres couvrent l'opération d'invasion de Port Moresby, un petit porte-avions et une force d'attaque comprenant 2 gros porte-avions. Cette puissante formation de navires est là pour une raison précise, anéantir tout bâtiment de l'US Navy qui tenterait d'intervenir. Un premier groupe débarque sur les Salomon le 3 mai, mais le lendemain, le Yorktown arrive sur place et annonce sa présence par une attaque aérienne sur les envahisseurs. Les porte-avions japonais se dirigent alors vers le sud. Déviés pour convoyer des avions, ils arriveront tardivement. C'est la première d'une suite d'erreurs dans les 2 camps au cours de ce qui sera la bataille de la mer de Corail. Pendant les 2 jours suivants, les flottes opposées se cherchent sans parvenir à se trouver. Pourtant, à un moment, les adversaires ne sont séparés que par 110 km. Le 7 mai, les avions du Yorktown trouvent le porte-avions léger Shoho et l'envoient par le fond. Mais l'événement le plus important de cette journée est le retrait de la flotte d'invasion.
Une zone de combat investie par des porte-avions n'est pas un endroit pour des navires de transport de troupes. Du reste, cette invasion n'aura jamais lieu. Port Moresby ne tombe pas entre les mains des Japonais et la vague d'expansion nippone ralentit. Le matin du 8 mai, les deux ennemis s'affrontent enfin. Ils sont d'une force égale au regard du nombre d'avions et de navires, et les attaques des deux camps sont repoussées avec détermination. Mais la météo confère aux Japonais un léger avantage. Une épaisse couverture nuageuse dissimule un de leurs porte-avions qui évolue durant toute la bataille sans se faire repérer. En revanche, les Américains opèrent sous un ciel dégagé et les deux navires, le Lexington et le Yorktown, sont très exposés. Les avions américains touchent par 3 fois le porte-avions japonais Shokaku et l'endommagent sérieusement. Pendant ce temps, les Japonais trouvent enfin une cible de choix et passent à l'attaque. Les dégâts qu'ils infligent aux bâtiments américains sont somme toute minimes, mais les deux porte-avions de l'US Navy sont touchés. L'artillerie lourde du Lexington vient juste d'être remplacée par 36 canons antiaériens qui ne suffisent même pas à sa propre protection. C'est lui qui recevra les coups les plus sévères. Le Yorktown, plus agile et légèrement moins grand, est moins convoité par les avions japonais et les dégâts causés par la seule frappe reçue sont rapidement circonscrits. Les Japonais s'acharnent sur le Lexington. Il reçoit 2 torpilles et 2 bombes qui déclenchent de sérieux incendies et causent des dégâts considérables. Mais l'équipage est décidé à sauver le bâtiment gravement atteint. À force de courage et d'efficacité, l'optimisme revient vite à bord. Nous ne pouvions apercevoir l'ennemi, excepté du ciel. Les navires de surface n'ont jamais pu le voir. Dans la plupart des batailles navales, les opposants se voient. Dans ce cas, les navires étaient séparés de 150 à 500 km. Nous avons fait des dégâts sans même nous en apercevoir sur le moment. En fait, nous avons fait des ravages. Et pendant ce temps, les Japonais ont attaqué le Lexington et le Yorktown. Nous avons reçu une bombe sur le pont du Yorktown, mais elle n'a pas trop affecté les opérations d'appontage et de décollage. Le Lexington, lui, avait été touché 3 fois. Mon escadrille devait apponter. J'ai dit au contrôle du bâtiment que nous n'avions pas assez de carburant pour atteindre le Yorktown. Il valait mieux se poser sur un pont en espérant pouvoir éteindre l'incendie plutôt que de perdre nos avions en mer. Ils nous ont laissé nous poser sur le Lexington. L'équipage pense pouvoir sauver le Lexington. La plupart des incendies sont peu à peu maîtrisés. Mais le bâtiment n'est pas bien ventilé et les nombreuses fuites dans le circuit d'alimentation en carburant pour les avions propagent des vapeurs, transformant le navire en véritable bombe. Les équipes d'intervention sont impuissantes devant le désastre. Il n'y avait plus de pression dans les tuyaux d'incendie sur tout le navire. Et après 2h30, 3 heures de lutte, le commandant a donné l'ordre d'abandonner le navire. Les explosions qui retentissent lorsque le Lexington commence à disparaître sous les flots sonnent la fin de l'engagement. La bataille n'a pas de grand vainqueur. Les pertes d'avions sont comparables des deux côtés. Les Américains ont perdu moitié moins d'hommes que leurs adversaires, mais la perte d'un porte-avions donne aux Japonais un léger avantage. Toutefois, d'un point de vue stratégique, l'abandon des plans d'invasion de Port Moresby conforte la réussite des Américains. Dans les deux camps, on surestime le succès. Chacun est persuadé d'avoir eu raison de 2 porte-avions.
Mais le décodage des transmissions japonaises a permis aux Américains de voir clair dans le jeu de leur adversaire, alors que la marine impériale ne remettra pas ses certitudes en question et poursuivra ses erreurs lors de la bataille de Midway, un mois plus tard. Même s'ils ont effectivement coulé plus de navires que nous, ils n'ont pas eu Port Moresby, ce qui était le but de leur plan de bataille. Les porte-avions ont prouvé qu'ils étaient les instruments essentiels de la bataille. Mais il fallait vérifier une dernière chose. Une flotte entière pouvait-elle être anéantie grâce à la puissance aérienne ?